Donc aujourd'hui, on va parler des clés pour agir vers un numérique plus responsable. Donc moi, effectivement, je suis freelance Malte depuis un peu plus de 2 ans et demi. Et auparavant, j'ai travaillé une petite dizaine d'années dans le secteur du numérique. J'étais d'abord consultant plutôt fonctionnel pour des grands comptes. Et ensuite, je suis passé en avant-vente et je me suis progressivement spécialisé sur les technologies Microsoft. J'étais chez Avanade, qui est un intégrateur Microsoft du groupe Accenture. Et donc, pour vendre des projets de migration vers le cloud Azure, de modernisation du poste de travail ou du CRM, de l'ERP, par exemple. Et maintenant, depuis 2 ans et demi, donc, je me suis concentré sur les sujets de transition, transition bas carbone et numérique responsable, avec de la mesure d'empreinte. Je fais beaucoup bilan carbone ou dans le cadre du numérique, des analyses de cycle de vie des services numériques. Et ensuite, donc, la réalisation d'un plan d'action, une fois qu'on a fait un bilan de mesure d'empreinte, un plan d'action numérique responsable, notamment, des plans d'action bas carbone plus largement pour les organisations. Et donc aujourd'hui, pour les clés pour agir, ce que je vous propose, là c'est en guise de pseudo sommaire, voici les thématiques qu'on va aborder. Et puis surtout, quels sont les impacts environnementaux que peut avoir le numérique. Donc, on va parler de consommation de ressources en eau, des ressources en métaux, d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du numérique, on a aussi une pollution locale des sols, de l'eau, de l'air, au niveau notamment de l'extraction des métaux et puis de la fabrication. Il y a des enjeux éthiques qu'on inclut dans le numérique responsable. Les terminologies ne sont pas évidentes, puisqu'on parle de numérique responsable en France, enfin en français, ce qui englobe et du Green IT, qu'on définit comme toutes les actions qui permettent de réduire l'empreinte du numérique sur son environnement. Et on inclut aussi dans le numérique responsable l'IT for Green, bien souvent. Donc l'IT for Green, qui est plutôt l'utilisation du numérique pour la transition des autres secteurs. Donc une utilisation qui serait donc vertueuse des technologies informatiques. Et enfin, dans numérique responsable, on inclut aussi des enjeux d'accessibilité du numérique et donc des enjeux éthiques, des enjeux sociaux qui sont importants aussi, notamment quand on fait de la conception d'applications, par exemple. En guise d'introduction, je vous mets quelques slides, pas trop, mais quand même pour qu'on ait les bons ordres de grandeur en tête. Le numérique responsable, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, c'est environ, là vous avez 3,8, mais vous pouvez retenir le chiffre de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 4% des émissions de gaz à effet de serre, ça paraît à la fois assez peu quand on le dit comme ça, 4%, mais en fait 4% c'est déjà autant que la flotte de camions dans le monde. Donc tous les camions qui circulent sur la planète émettent environ 4% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, soit à peu près l'équivalent du secteur du numérique. C'est plus que l'aviation, par exemple. L'aviation civile dans le monde, tous les avions qui circulent sur la planète, c'est autour de 2,6% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un chiffre qui date un petit peu maintenant, 2018. Il faudrait que je mette à jour, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Donc le numérique, ça émet plus de gaz à effet de serre, surtout son cycle de vie, comme on va le voir après, que l'aviation, et c'est à peu près autant que la flotte de camions dans le monde. La différence du numérique avec le secteur de l'aviation, c'est que vous avez quelques personnes à l'échelle planétaire qui prennent l'avion, là où le secteur du numérique, il adresse plus de 5 milliards d'individus sur notre planète. Donc le numérique est beaucoup plus démocratique, et là où l'avion est beaucoup plus élitiste. Et donc les quelques personnes qui utilisent l'avion, vous voyez, ont une empreinte déjà significative, là où le secteur du numérique nous concerne tous, en France et dans le monde. Et donc là, c'est une étude du Green IT qui nous fournit ces chiffres. Donc le Green IT, c'est une association qui œuvre pour un numérique plus responsable en France, c'est né en France. Et ils œuvrent depuis bien longtemps. Le numérique responsable, c'est un sujet qui émerge depuis maintenant 3 bonnes années, 3-4 ans. Le Green IT, l'association Green IT existe depuis près d'une vingtaine d'années. Donc c'était vraiment des précurseurs sur le sujet à une période où ça intéressait personne.
Un point super important aussi, donc à chaque fois qu'on parle d'empreinte du numérique, donc en fait, ce sont des analyses de cycle de vie qui sont faites par les fabricants des différents matériels. Et donc, on parle de l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur. L'empreinte environnementale d'un PC, c'est et l'extraction des matières premières qui permettent de constituer ce PC, sa fabrication, sa distribution, son utilisation, bien sûr. Et donc, on va avoir tout un tas d'actions autour de l'utilisation du matériel informatique, mais aussi les autres étapes. Et donc, en fin de parcours, le traitement en fin de vie qui est très spécifique dans le numérique, qui est un petit peu complexe. Donc, à chaque fois, des ACV, des analyses de cycle de vie qui sont réalisées. Un autre point super important dans le numérique qui le distingue des autres secteurs, c'est que l'ensemble des secteurs, surtout en France, mais dans le monde, s'engagent dans une transition bas carbone. Et en France, l'ensemble des secteurs, quasiment, baissent leurs émissions déjà aujourd'hui. Le numérique fait exception. Le numérique, ça pourrait bien être le secteur qui nous empêche d'atteindre nos objectifs de neutralité à la fin d'ici 2050. Et donc, vous avez là deux éléments qui viennent un petit peu mettre en lumière cette réalité. Sur la droite, c'est une étude de l'ARCEP qui a été réalisée l'année dernière, en 2023, et qui montre que dans un scénario tendanciel, le secteur du numérique pourrait bien tripler ses émissions de gaz à effet de serre en France. Donc en France, on a un plan de transition bas carbone qui vise à atteindre la neutralité en 2050. Et ça ne sera pas possible si le numérique continue sur la tendance actuelle en multipliant ses émissions. Là, vous avez la répartition en fonction des terminaux, du réseau et des data centers. Ça vous donne une idée de où est-ce que sont les meilleures actions déjà. On voit que la partie bleue est importante et grandit beaucoup. On va utiliser de plus en plus de terminaux, nous, utilisateurs finaux. Donc, dans les terminaux, on a bien sûr notre smartphone, notre ordinateur, mais de plus en plus, on a d'autres objets. On a des montres connectées et on met des capteurs un petit peu partout, que ce soit dans l'espace public, dans nos bureaux ou même chez nous, avec toute la domotique qui se développe de plus en plus. Et à gauche, c'est un autre graphique que je trouve intéressant, qui est un graphique qui est issu de l'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui donne une estimation des besoins en électricité dans l'Union européenne dans les proches années à venir, les 2-3 prochaines années. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu ces dernières années une petite baisse de la demande d'électricité dans l'Union européenne, en raison notamment, enfin surtout, vous voyez, c'est la partie jaune, d'une baisse de la demande côté industrie. On a moins produit. Et on parie sur une reprise entre 2024 et 2026. Et cette reprise, elle est notamment industrielle. Effectivement, c'est la partie jaune. Mais c'est aussi 3 grands autres facteurs qui vont accroître la demande en électricité. On a les véhicules électriques, effectivement, les pompes à chaleur. Mais vous voyez que on a aussi la partie violette qui correspond au data center. Avec l'arrivée surtout de l'intelligence artificielle, on a des besoins qui sont colossaux et qui augmentent de manière importante. Et donc, la croissance à venir de la demande en électricité s'explique aussi bien par le développement de la voiture électrique que par l'ouverture de nouveaux data centers. Donc, c'est assez impressionnant, je trouve, de se dire que cette transition vers le véhicule électrique, c'est la même demande supplémentaire en électricité, à peu près, que le développement de nouveaux data centers dans l'Union européenne, dans les très proches années à venir, en ce moment en fait. Et donc je vous disais que les émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique pourraient croître, enfin vont croître et continuent de croître d'année en année. Et donc là, vous avez d'autres chiffres qui sont fournis par le Green IT et qui viennent le démontrer. Donc, qu'est-ce qui va amener à accroître l'impact environnemental du numérique sur l'environnement? Eh bien, c'est surtout le développement des objets connectés. On voit que depuis 2010, on a une croissance qui est importante et qui s'accélère du nombre d'objets connectés dans le monde.
pour arriver ici à 66 milliards d'objets connectés. Et cette courbe, on peut penser qu'elle va continuer dans la même direction dans les années à venir. Donc, quand on parle de numérique responsable, une des premières actions qui est importante de mettre en œuvre, c'est de compter, de surveiller le nombre d'équipements électroniques qu'on a à notre disposition. Qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un particulier, il est intéressant de prendre conscience déjà du nombre d'équipements qu'on a et de faire ce qu'il est possible de faire pour éviter de les démultiplier. Et ça va être le premier levier pour le numérique responsable, c'est de limiter le nombre d'équipements. Une entreprise, elle peut, lorsqu'elle s'intéresse au numérique responsable, elle va vouloir faire un diagnostic de maturité, va vouloir faire un bilan d'impact environnemental pour chiffrer son impact de manière très rigoureuse. Elle va vouloir également définir un plan de transition sur 3, 4, 5 ans. En réalité, tout ça, c'est la bonne approche et c'est ce que je fais moi au quotidien avec les clients que je peux adresser. Mais une manière très simple de faire du numérique responsable à partir de rien, c'est de compter le nombre de devices et d'essayer de limiter le développement de ce nombre de devices. On peut faire des ratios par collaborateur, par exemple, lorsqu'on est dans le cadre pro. Et à titre personnel, vraiment, c'est le sujet aussi qui est clé. Et on peut penser que ces objets connectés, en fait, qui émergent un peu partout, ils sont assez légers, voire ils se miniaturisent énormément. Ça va être un capteur de pression, de température, de luminosité qu'on va mettre ici ou là, qui sont minuscules. Mais en réalité, on en met tellement que vous voyez que la masse en millions de tonnes sur la droite, elle est en croissance constante. Et c'est bien un sujet de quantité de matière qu'il y a derrière l'empreinte du numérique, puisque à chaque fois, ce sont des métaux, des ressources qu'il va falloir extraire de la croûte terrestre et puis raffiner pour les mettre à disposition des différents consommateurs. Voilà. Puis après, il y a une tendance de fond, mais là, on peut rien y faire, si je puis dire. C'est qu'on est de plus en plus d'utilisateurs. Donc, je parlais de 5 milliards de personnes. En fait, on est déjà certainement un peu plus. On tape sur le Green IT tape sur 5,5 milliards de personnes d'ici l'année prochaine. Donc, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et donc, ça aussi, ça accroît l'empreinte du numérique sur l'environnement. Quelques ordres de grandeur au quotidien. J'ai voulu être le plus concret possible. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah ben, il y en a déjà, je ne sais pas regarder. Le nucléaire produit peu de gaz, il me semble. Ah ben, on va en parler. Merci pour la question. Effectivement, le nucléaire produit très peu de gaz à effet de serre. Donc en France, parce que notre mix électrique est très décarboné, eh bien l'utilisation du matériel informatique va être assez peu émettrice de gaz à effet de serre. Sauf que les iPhones, pour prendre l'exemple qu'on a sous les yeux, ils ne sont pas fabriqués en France. Et donc l'empreinte à la fabrication de tous ces matériels va être importante. Elle est importante en elle-même, mais elle va être encore plus importante lorsque cette fabrication se fait dans un pays qui a un mix électrique qui est plus carboné. On va revenir sur ce sujet du mix électrique, mais ayez bien en tête que là, on parle à chaque fois de toutes les étapes du cycle de vie. Et donc, un smartphone, ici un iPhone 11 Pro, c'est pas qu'une consommation d'électricité, c'est aussi de l'extraction de métaux dans une mine, un processus de fabrication, du fret aérien potentiellement, parfois maritime, pour l'emmener jusqu'au port européen, du fret en camion ensuite, de l'utilisation effectivement, puis en fin de vie, un traitement spécifique. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi, avec ce slide, c'est que déjà, tous les grands fabricants, aujourd'hui, ils réalisent des analyses de cycle de vie de leurs produits. Donc, Apple ne fait pas exception, là, vous avez un exemple, mais Samsung, Lenovo, Dell, HP, ils fournissent tous des analyses de cycle de vie de leurs produits. Et donc, il est intéressant de pouvoir consulter ce type de données. Je pense que c'est un peu technique, mais
Si ça vous intéresse, sachez que cette information existe. Et là, qu'est-ce qu'on voit typiquement sur un smartphone? On voit que la majorité de l'empreinte, elle est avant l'utilisation. Vous voyez qu'on a l'utilisation qui est à 13% en bas. Et avant l'utilisation, on a le fret et la partie sourcing des matériaux et la fabrication. Et si on additionne les deux, on est à 86% de l'empreinte qui est avant le premier jour d'utilisation. Donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence dans les actions numériques responsables qu'on peut mettre en œuvre? Eh bien, ça met en avant le fait que le meilleur moyen de faire du numérique responsable, c'est de bien gérer sa politique d'achat. Qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un particulier, le jour où on achète un matériel informatique, eh bien, on a déjà 80% de l'empreinte qui est derrière nous. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez décider de bien éteindre votre écran d'ordinateur le soir lorsque vous ne l'utilisez plus. Vous pouvez baisser la luminosité de votre écran si vous voulez. Vous pouvez bien le mettre en déchet D3E pour qu'il soit recyclé dans des bonnes conditions. Mais en réalité, le vrai acte d'empreinte environnementale, il est au moment de l'achat. Et donc, dans les actions très concrètes, on va avoir faire attention à ne pas démultiplier le nombre d'appareils, encore une fois. Bien dimensionner son appareil pour qu'il réponde aux besoins réels. Là, vous avez iPhone 11 Pro. Le mot Pro, il est là pour nous dire que si vous n'avez pas besoin d'un espace de stockage gigantesque et d'une puissance de calcul démesurée, c'est-à-dire si vous allez faire un usage normal de votre smartphone, n'achetez pas celui-ci. C'est ça que ça veut dire. L'iPhone 11 normal, il convient parfaitement à n'importe quel utilisateur lambda. Donc, bien dimensionner son matériel, c'est clé dans les actions numériques responsables. Et c'est vraiment quelque chose qui est spécifique aux utilisateurs finaux que nous sommes. C'est que nous, on va avoir souvent tendance à surdimensionner notre matériel. On va prendre de l'espace de stockage, on va prendre de la puissance de calcul supplémentaire en se disant au cas où, ou tout simplement parce qu'on peut se le permettre, sans vraiment se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin en réalité. Les entreprises, surtout les entreprises de tech, font beaucoup plus attention, mais ça nous concerne tous. Et vous voyez que j'ai mis un petit tableau en bas qu'on voit assez peu, mais en fonction de l'espace de stockage sur le smartphone, on va avoir une empreinte environnementale qui augmente de manière significative. Donc, bien dimensionner le besoin de stockage, c'est un point important et peut-être passer sur une utilisation cloud pour limiter le stockage en local. Et donc oui, pour les bases de données, je vois qu'il y a d'autres questions. Quelles sont les bases de données de référence gratuites ou payantes pour les ACV des équipements? Bon point, ça c'est spécifique au calcul et à la mesure d'empreinte. Déjà sur la base empreinte de l'ADEME, donc la base gratuite de généraliste, il y a des facteurs d'émission du secteur du numérique. On a l'empreinte d'un ordinateur, d'un smartphone de plus de 5 pouces, de moins de 5 pouces. On a l'empreinte d'une imprimante, des choses comme ça. Ensuite, il y a des bases de données spécialisées. Ici, on est sur donc une ACV Apple. Toutes les ACV gratuites de fabricants, elles sont toutes référencées sur la base de Boavista. Boavista, ça s'écrit B-O-A-V-I-Z-T-A. Et Boavista référence toutes les ACV des fabricants. Enfin, ils essayent. Donc ça, c'est une base gratuite intéressante si vous voulez creuser le sujet de manière assez pointue. Et enfin, il y a la base NegaOctet. NegaOctet, c'est la base de référence payante avec énormément de données sur l'empreinte de tous les matériels informatiques que vous pouvez imaginer. Donc, NegaOctet, Boavista, et après éventuellement une base généraliste comme l'ADEME. Acheter un téléphone avec un gros disque dur ou délocaliser le stockage pour le cloud. Oui, ça c'est encore un super point. Le mieux, c'est la mutualisation dans le numérique. Donc ça, c'est une autre action hyper concrète. Si on sait mutualiser, eh bien, on réduit l'empreinte globale de l'utilisation d'un service. Donc le mieux, c'est de ne pas avoir un stockage spécifique sur son smartphone, mais d'utiliser un stockage partagé comme iCloud. Mais
Et là, on fait la présentation un peu dans le désordre, mais je prends les questions comme elles viennent. Mais il va falloir faire attention à l'effet rebond. Et ça, dans le numérique, c'est clé. Et donc, c'est un autre point hyper important dans les actions. L'effet rebond, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gains d'efficacité ou de la mutualisation, comme on le fait avec le cloud, eh bien, en fait, on a une puissance de calcul ou un espace de stockage qui d'un seul coup devient illimité. Et donc, on en profite. Alors que sur son smartphone, on avait son petit espace de stockage et donc on supprimait ses vidéos et ses photos quand elles étaient inutiles ou en double, et bien là, parce qu'en fait, on a un espace infini, on ne fait plus attention. Et donc, le mieux, c'est du cloud de manière raisonnée et faire attention aux effets rebonds. Là, on parle de stockage, mais dans un cadre professionnel, ça va être la même chose. Avant, on avait des serveurs en bas de la tour. Enfin, parfois, on en a encore aujourd'hui. Et donc, on a un serveur avec un espace de stockage limité. Et donc, on faisait des applications qui étaient économes en espace de stockage et en puissance de calcul. Maintenant, on fait des applis dans le cloud. Et sur le cloud, il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir accès à plus de stockage. Et donc, on fait des applications qui consomment beaucoup plus. Normalement, le cloud, ça permettait de réduire drastiquement l'empreinte environnementale. Ça, c'est une réalité qui est mesurée. Mais parce qu'il y a effet rebond, eh bien, on va faire des plus grosses applications et au final, on va annuler, voire surcompenser l'empreinte environnementale globale. Sur l'empreinte carbone pour le cycle de vie de l'iPhone est basée sur quelle durée? Il me semble que c'est 2 ans, 2 ou 3 ans. Je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est 3 ans. C'est dans ce type de durée en tout cas. Un point important aussi, là, c'est l'empreinte pour une utilisation aux États-Unis. Souvent, les ACV sont faites comme ça. Et donc, ça rejoint la première question sur le nucléaire. Aux États-Unis, le mix a très peu de nucléaire et donc il est très carboné. Il est 10 fois plus carboné qu'en France. Et donc, on peut penser que l'empreinte à l'utilisation en France, en fait, elle est 10 fois inférieure. D'où l'importance, encore plus quand on est en France, de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, donc un achat responsable. Je parle beaucoup d'empreinte environnementale, d'empreinte carbone, mais dans le numérique, c'est très important d'avoir une approche un peu plus globale des impacts. Et donc, il y a aussi un sujet autour de la quantité de métal, parfois des métaux rares et précieux, un peu d'or, un peu d'argent, un peu de tantale dans nos smartphones. Le chiffre que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a plus de 50 métaux différents aujourd'hui dans un smartphone. Donc, globalement, tout le tableau périodique, il est mis à contribution pour avoir un smartphone d'une efficacité redoutable. Et donc, tous ces métaux, c'est une forme de richesse. C'est une forme de richesse qui nous invite vraiment à essayer de le valoriser. C'est-à-dire qu'en fin de vie, aujourd'hui, quand votre smartphone, vous ne souhaitez plus l'utiliser, parmi les actions numériques responsables importantes, il y a le fait de revendre rapidement ou de donner son smartphone. Ça compte parce qu'en fait, l'empreinte à la fabrication, le mieux, c'est d'essayer de l'amortir sur la plus longue durée de vie possible. Et aujourd'hui, un smartphone, il a une durée de vie qui est autour de 3 ans, en moyenne, en France, la réalité. Alors qu'en fait, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps. On a pris l'iPhone 11 tout à l'heure. Un iPhone 11, ça tient 6-7 ans facilement. Cette durée de vie moyenne des smartphones, elle était inférieure à 2 ans il y a encore il y a encore 3-4 ans, et elle a tendance à réaugmenter, parce que les smartphones aujourd'hui sont plus robustes, et on arrive à une forme de maturité aussi dans l'innovation, ce qui fait qu'on est moins enclin à en racheter un neuf. Donc, elle s'allonge un petit peu, c'est plutôt une bonne nouvelle, autour de 3 ans aujourd'hui, mais en réalité, on peut tripler ce chiffre. Et donc, c'est important d'amortir l'empreinte de la fabrication sur une plus grande durée. Et sachez qu'aujourd'hui aussi, il est possible de réparer son smartphone. Que ce soit les Samsung, les Apple ou les autres, se réparent très bien aujourd'hui. On entend beaucoup le discours inverse. Mais en réalité, aujourd'hui, un professionnel sait parfaitement changer n'importe quelle pièce d'un Samsung ou d'un Apple. Ce qui est intéressant en plus avec ce reconditionnement, c'est que pour certains acteurs, ça se fait très localement.
Si vous vendez votre, vous vendez votre smartphone sur Back Market, typiquement, vous avez de très bonnes chances que votre smartphone il atterrisse à Levallois-Perret, où il y a un grand centre de reconditionnement de smartphones qui est géré par l'entreprise Pixmania. Et donc Pixmania reconditionne tous les ans 200 000 smartphones, enfin, presque 200 000, à Levallois-Perret, avec donc des smartphones qui sont fournis par un ensemble d'opérateurs et des particuliers qui l'envoient suite à une vente sur Back Market. Donc ça permet aussi d'allonger la durée de vie du smartphone si jamais il a été endommagé et qu'il faut changer une pièce. Et ça se fait très bien. Parce que dans l'Union européenne, depuis quelques années, on a obligé les fabricants à mettre à disposition des pièces détachées et un kit de changement des pièces. Et il y a tous les tutos qui existent sur YouTube. Alors, je ne sais pas si je dois vous recommander d'essayer de modifier les pièces vous-même, mais c'est tout à fait faisable en réalité, techniquement. On a parlé de l'iPhone, 80 kg de CO2 sur tout son cycle de vie. Tout ce qu'on s'est dit sur l'iPhone, c'est encore plus important sur un matériel plus lourd. Et donc là, vous avez l'exemple d'un ordinateur Dell qui fait également des ACV très complètes sur son matériel. C'est un Dell récent avec des caractéristiques typiques. Je suis sûr qu'on a une personne sur deux en face de lui en ce moment. Voilà, c'est 290 kg de CO2 sur le cycle de vie. Là aussi, la durée de vie, je ne l'ai plus en tête, mais ça doit être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc, quand on achète un ordinateur, très important de s'assurer qu'il est bien dimensionné, là encore une fois, et qu'on le garde le plus longtemps possible. Voire qu'on l'achète d'occasion, hein. C'est encore une autre action très concrète. Acheter d'occasion sous garantie, ça existe aujourd'hui. Les acteurs peuvent garantir un ordinateur d'occasion pendant 2 ans. Et si on continue, on avait l'iPhone, on a eu l'ordinateur 13 pouces. Et donc là, vous avez ce qui consomme le plus, ce qui a un impact carbone le plus massif par unité. On a les tours de poste de travail type le Dell Precision, là, qui est à 590 kg de CO2 équivalent sur son cycle de vie. Et à droite, on a un serveur Lenovo. Et sur la partie serveur, donc pour ces 2 dernières machines, il y a une spécificité, c'est que alors que l'empreinte de l'utilisation était très faible par rapport à la fabrication pour un iPhone et pour un ordinateur portable, donc pour un terminal, en fait, c'est l'inverse pour les serveurs qui vont avoir une consommation électrique tellement énorme, ils tournent H24 pendant toute l'année, 365 jours par an, qu'à la fin, eh bien, le sujet de l'utilisation, là, il devient critique. Donc, quand on est un professionnel de l'hébergement de serveurs informatiques, c'est bien effectivement de faire attention à sa durée de vie, mais en fait, il est critique d'avoir, là pour le coup, une source d'énergie qui est décarbonée. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les cloud providers, donc les fournisseurs de cloud, ils fournissent tous un bilan carbone du service qu'ils vous rendent. Donc, si vous êtes un particulier, je ne sais pas si on a accès à ça en tant que particulier, mais surtout en tant que professionnel, vous avez un rapport bilan carbone qui est fait par OVH, par Amazon, par Azure, par Google Cloud, par GCP, Google Cloud. Ils fournissent ces données-là. Et les cloud providers, ils sont incités à installer leur centre, leur data center, leur centre de données, dans des endroits où il y a une électricité décarbonée. Donc en fait, la France est assez intéressante pour ces cloud providers, pas que la France, beaucoup de pays dans le nord de l'Europe aussi, parce qu'en plus, ils ont un climat assez froid qui permet de refroidir les serveurs facilement, puis parfois des avantages fiscaux comme en Irlande. Mais voilà, là pour le coup, quand on fait du numérique responsable sur la partie infrastructure, c'est très important de s'intéresser au mix énergétique qui est fourni. Donc le serveur, là, c'est
Donc on est à presque 8 tonnes. Sur les 8 tonnes, vous avez les 3/4 qui sont sur l'utilisation. Ça, c'était pour le matériel. Et le matériel, c'est le plus important en termes d'empreinte environnementale. Mais on va quand même s'intéresser à l'empreinte que peut avoir nos différents usages informatiques. Donc là, il y a pas mal de... Enfin, il y a 4 chiffres. C'est beaucoup de chiffres quand même dans cette présentation. Mais c'est pour apporter un peu de substance aux actions que je vous propose. Là, il y en a 2 des actions. Il y a le haut du tableau où on a le streaming en 4G par rapport au streaming en Wi-Fi. Et donc, le message, c'est de dire à chaque fois qu'il y a une connexion Wi-Fi ou filaire possible, il faut la privilégier. La 4G consomme 2 fois plus, enfin, une empreinte environnementale 2 fois plus importante que le Wi-Fi. Donc là, on est sur 1 heure de streaming en bonne qualité. Et vous avez le grammage de CO2 équivalent sur la gauche. 104 contre 62. Et en dessous, vous avez le fameux sujet des pièces jointes, dont on n'arrivera jamais à se débarrasser, j'ai l'impression, mais dont il est possible de se débarrasser en réalité aujourd'hui. Un mail avec pièces jointes, un mail sans pièces jointes, voici la différence en termes d'empreinte carbone. 4,7 contre 17. Un mail avec une pièce jointe, ici, c'est une petite pièce jointe. C'est une pièce jointe de 1 MO. Les pièces jointes, pourquoi le Wi-Fi est moins polluant qu'une connexion 4G? Ouais. Pardon, je n'avais pas vu les toutes dernières questions. Est-ce que j'en ai raté avant? Je réponds d'abord à celle-ci. Pourquoi? Eh bien, il y a une analyse de cycle de vie qui a été faite par quantité de données transmises pour le Wi-Fi et pour la 4G. Et il se trouve que les antennes 4G consomment beaucoup d'énergie. Et ce sont des infrastructures qu'il faut installer et qui ont elles-mêmes, pour leur fabrication, une empreinte plus importante que le câble. Le Wi-Fi, en fait, c'est donc non filaire dans la pièce, mais en réalité, le Wi-Fi, ça veut dire du câble. Parce qu'à partir de la box, ce n'est plus que du câble. Et cette box Wi-Fi consomme beaucoup moins d'énergie qu'une antenne 4G. La 5G, pour information, elle va consommer moins d'énergie. C'est un des grands atouts de la 5G. Mais encore une fois, là, ce qui est pointé du doigt par les personnes qui s'inquiètent de l'empreinte grandissante du numérique, c'est que à la fois la 5G, effectivement, va consommer moins d'énergie pour transmettre pour traiter une vidéo d'1 heure de streaming, mais elle va permettre de doubler la qualité ou de tripler la qualité de ce même streaming. Et donc, on s'inquiète finalement de l'effet rebond. C'est parce qu'on aura un réseau encore plus puissant, et ben, on va se permettre des usages encore plus consommateurs. Et donc, à la fin, effet rebond, et on aura installé des antennes supplémentaires là où, en fait, on pouvait peut-être se contenter de la 4G. Donc ça, c'est un débat permanent qui est difficile à arbitrer entre une nouvelle technologie qui, effectivement, serait plus efficace à usage constant et, en fait, une réalité où il n'y a jamais usage constant. Et donc, effectivement, si je reviens sur les pièces jointes, donc là, je disais que c'est une petite pièce jointe, 1 MO. Une pièce jointe, c'est entre 1 MO et 10, 20 MO. Souvent, les fournisseurs de mail, ils limitent à 20 MO la taille des pièces jointes. Donc, le grammage, il est entre 17 et 170, en fait. Et donc, envoyer un mail sans pièce jointe, c'est entre 3 fois moins et 30 fois moins d'empreinte carbone. 30 fois moins. Et donc, si vous avez mis plutôt un lien, effectivement, vers un SharePoint ou vers un Teams, eh bien, vous réduisez d'un facteur 3 à 30 l'empreinte carbone de votre message. Donc, effectivement, il y a énormément d'idées reçues là-dessus, mais
le partage de documents par SharePoint ou par Teams, c'est la bonne pratique. C'est vraiment la bonne pratique. Et la deuxième bonne pratique, c'est que quand on fait du texte, encore mieux que de s'envoyer un mail, c'est de s'envoyer un message sur une messagerie instantanée, encore une fois de type Teams, pourquoi pas, mais ça peut être Slack, ça peut être sur WhatsApp, ça marche très bien aussi, ou par texto. Et là, l'empreinte, elle est quasiment nulle, elle s'approche de 0. Enfin, en tous les cas, elle ne se mesure pas en grammes. Un document transféré par lien. Ah oui, WeTransfer, effectivement, à privilégier encore. Ça peut être encore mieux un WeTransfer parce que en plus le stockage il va être limité dans le temps. Mais bon, là, on commence à être. Après, vous allez bien le stocker quelque part vous aussi. Donc, WeTransfer, disons que ça fait partie des bonnes pratiques, voilà, plutôt que de le mettre en pièce jointe, en tout cas. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est mieux que sur un SharePoint? Je dirais que c'est équivalent. Ça dépend en fait de l'usage derrière. Si c'est un document que vous avez besoin de recevoir, de consulter et de supprimer, alors un WeTransfer, ce serait mieux. Et si c'est pour le stocker vous-même ensuite localement ou sur votre propre cloud, l'un et l'autre sont équivalents. Donc voilà, plutôt du Wi-Fi et plutôt des liens que des pièces jointes. Ah, les signatures pro, est-ce qu'elles sont considérées comme des pièces jointes? Eh ben, ça dépend. Je crois que c'est optimisé aujourd'hui par les fournisseurs d'outils de messagerie. Je ne m'y connais pas là spécifiquement, mais il me semble que c'est pas le même impact que si c'était une vraie pièce jointe. L'impact est réduit, il est optimisé par le fournisseur de messagerie. Mais si vous collez une image en dessous de votre nom, alors c'est considéré comme une pièce jointe. Mais là, je ne m'y connais pas, et effectivement, c'est peut-être plus judicieux de limiter la taille de la signature pro. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est plus judicieux. L'effet rebond, je passe vite puisqu'on en a déjà parlé. Mais donc c'est ça l'effet rebond, c'est des gains d'efficacité parce qu'on n'arrête pas d'innover et aujourd'hui le numérique se miniaturise et est de plus en plus efficace, il consomme de moins en moins d'électricité pour usage constant, mais en fait il n'y a pas usage constant. À chaque fois, les gains d'efficacité sont surcompensés par des nouveaux usages. C'était une réalité ces dernières années et ça continue de l'être. Et donc aujourd'hui on a une puissance de calcul qui est phénoménale et donc on en profite. Voilà. On en profite pour faire de la robotisation, des voitures autonomes, la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, des objets connectés partout. Et donc, on vient surcompenser les gains d'efficacité. Et ça, vraiment, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi numéro 1 de l'empreinte environnementale du numérique. C'est ce qui fait que le numérique n'arrive jamais à résoudre ses propres problèmes aujourd'hui. Et donc, je voulais vous donner un exemple très concret d'effet rebond. Les iPhones ont une empreinte environnementale qui baisse tous les ans. Parce que Apple s'est mis en tête a un plan de transition bas carbone, comme toutes les grandes entreprises aujourd'hui dignes de ce nom. Et donc, on peut constater que les iPhone 11 à stockage constant ont une empreinte sur tout leur cycle de vie qui a tendance à baisser. Là, on est de l'iPhone 11 à l'iPhone 15, ça baisse. Et 5%, c'est un rythme qui est correct. C'est le rythme qu'on attend pour une neutralité en 2050. Mais la réalité, c'est que Apple ne vend pas que des iPhones avec 128 Go de stockage. Et c'est ce que je vous mets sur la droite du slide. C'est que vous avez les espaces de stockage disponibles à la vente pour les différentes générations d'iPhone. Avant, en 2017, un iPhone au maximum, c'était 256 Go de stockage local. Et d'année en année, c'est monté à 512 et maintenant 1 Tera pour les pros, 1 Tera pour l'iPhone 13, pour l'iPhone 14, pour l'iPhone 15. Est-ce que en 2025, on aura un iPhone, je crois que c'est 17 du coup en 2025, qui fera 2 Tera peut-être. Et donc, ça vient limiter la baisse et en fait la neutraliser le plus souvent. Notre iPhone 11 avec 512 Go de stockage, il était à 80. Donc, on vient augmenter de 5% l'empreinte de l'iPhone 11 128 Go.
Si c'était 1 Tera, est-ce que ce serait encore un petit peu plus? Il faudrait aller voir la CV spécifique, mais ça vient compenser les baisses. Donc c'est ça la réalité. Et donc il nous faut mettre le numérique sous contrôle. Et c'est tout l'objet de l'étude de l'ARCEP que j'ai mentionné tout à l'heure, qui fait état de l'empreinte du numérique en France. Et l'ARCEP, elle nous dit, effectivement, là, il y a un scénario tendanciel où en France, on fait plus de 65% par an sur le nombre de terminaux avec les objets connectés. On a une durée de vie de ces matériaux, de ces différents terminaux qui a tendance à stagner. On a une consommation unitaire qui baisse parce qu'effectivement, il y a des gains d'efficacité, mais pas assez. Et on a des usages qui explosent. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à s'inscrire dans un autre scénario, un scénario d'éco-conception plus ou moins généralisé, voire un scénario de sobriété. Éco-conception, ça veut dire allonger la durée de vie du matériel et baisser sa consommation d'énergie. Parce qu'on met en place un certain nombre de mesures pour protéger le matériel, pour l'entretenir, et on met en place des filières d'économie circulaire autour du numérique. Et on demande aux professionnels du numérique, et certains d'entre vous sont certainement spécialisés dans le numérique, que vous soyez sur la partie fonctionnelle ou technique, on va faire de l'éco-conception. On va faire de l'éco-conception de nos interfaces. On va faire de l'éco-conception de notre base de données en traitant uniquement les données dont on a besoin. On va faire de l'éco-conception sur les traitements de données, sur les batchs, pour limiter le nombre de traitements et la taille de ces traitements. Et on va héberger nos applications sur une infrastructure bas carbone ou respectueuse de l'environnement chez un fournisseur cloud qui prend en compte ces enjeux-là. Donc toutes ces mesures, ça permettrait de nous inscrire dans un autre scénario, pas le scénario tendanciel, mais un scénario d'éco-conception, voire de sobriété. Sobriété, ça veut dire limiter les usages. Ça paraît complexe là comme ça, parce qu'on est plutôt en train d'exploser nos usages, notamment avec l'intelligence artificielle, les ChatGPT et des choses comme ça. Un dernier point qui est très important, enfin qui a sa part d'importance, c'est la fin de vie. Aujourd'hui, dans le monde, on ne recycle, on ne traite qu'une partie des déchets d'équipements électriques et électroniques, les fameux D3E. À l'échelle mondiale, c'est 17% des équipements informatiques, enfin, électriques et électroniques, qui sont effectivement traités spécifiquement dans une filière adaptée. Le reste est enfoui et incinéré et jeté dans la poubelle classique, enfin la poubelle autre qu'on a à la maison, plutôt que traité spécifiquement. 17% à l'échelle mondiale, donc c'est la partie bleue là du graphique, est effectivement collectée spécifiquement. En France, la partie bleue elle est plus importante. On est un peu plus de 50%. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en France, il y a presque 50% du matos informatique qui est jeté à la poubelle normale. Et ça, il faut absolument qu'on arrête. Il existe en France une filière de traitement des déchets électroniques et informatiques qui couvre tout le territoire. Et l'ensemble des vendeurs de matériel informatique en France ont l'obligation légale de collecter gratuitement le matériel informatique, qu'il ait été acheté dans leur magasin ou pas. C'est-à-dire que si vous allez chez Boulanger, à la Fnac, chez Darty, chez Carrefour, chez Leclerc, à côté de la poubelle à piles, il y a aussi la poubelle pour le matériel informatique. Et donc, vous pouvez aller y déposer votre ordinateur qui est dans le placard depuis 8 ans, ce smartphone qui est complètement cassé, mais que vous avez gardé au cas où, mais que vous n'utilisez pas depuis 4-5 ans. Tout simplement en bas de chez vous, dans le magasin de vente de produits informatiques. C'est obligatoire, c'est la loi. Il doit y avoir cette poubelle à disposition. Sinon, bien sûr, vous allez dans une déchetterie, il y a aussi. Donc, c'est important de faire ce tri pour que la filière puisse traiter dans les bonnes conditions, enfin dans les meilleures conditions possibles, ce gisement-là.
Après, un point à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il est très compliqué de traiter, et enfin de recycler le matériel informatique. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le matériel il a tendance à se miniaturiser. Enfin, il est extrêmement miniaturisé. Et donc, séparer les 50 métaux différents de notre smartphone, c'est extrêmement complexe. Et donc, en fait, on ne le fait pas, bien souvent, parce que d'un point de vue purement environnemental, déjà, ça ne vaut pas tout le temps le coup. Il faut utiliser un certain nombre de solvants, beaucoup d'énergie pour séparer la matière. Et donc, on préfère quand même l'enfouir et l'incinérer. Voilà. Mais la filière se développe, des contraintes s'appliquent de plus en plus aux fabricants. Déjà, c'est eux qui payent pour l'Europe. Il y a cette contribution, cette petite taxe sur le matériel informatique, la taxe pour le traitement en fin de vie. Donc, c'est les fabricants qui payent pour le traitement en fin de vie en France et en Europe. Et ça s'améliore progressivement. Il y a de l'éco-conception matérielle qui se fait et des contraintes qui s'appliquent et de nouvelles techniques qui permettent de traiter en fin de vie pour récupérer cette matière précieuse qu'on trouve à l'intérieur. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est que quelques pourcents de la masse qui est effectivement recyclée, c'est-à-dire réutilisée pour d'autres utilisations. Une vision globale du numérique responsable. Donc là, on a beaucoup parlé de ces impacts environnementaux. J'aime beaucoup ce schéma parce que il résume en fait tous les sujets liés au numérique responsable. Le numérique responsable, c'est un numérique qui s'inscrit dans le cadre des limites planétaires. Les limites planétaires, c'est un ensemble d'équilibres fondamentaux de notre planète qui permettent la vie sur Terre, tout simplement. Donc l'équilibre du climat, c'en est un, mais la ressource en eau douce aussi, l'équilibre, enfin la biodiversité, la qualité de l'air, avec les particules, le taux de particules fines qu'il peut y avoir dans l'air. Tout ça, c'est des limites planétaires, il y en a 9. Et donc le numérique responsable, il doit s'inscrire sous ces limites planétaires, dans le respect de ces limites planétaires, ces équilibres. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une société informationnelle qui s'est complètement numérisée. Et donc, ne pas avoir accès au numérique, c'est être marginalisé, de fait. Et donc, on doit s'assurer que le numérique, il est suffisamment inclusif, c'est-à-dire que chacun, en fonction de ses handicaps potentiels, a tout de même accès à ces services et chacun peut se former aussi. Alors, ce n'est pas une question de handicap, on est tout simplement incapable d'utiliser les outils. C'est le cas des personnes âgées, notamment dans notre pays. Et donc, il faut qu'il y ait un accès à la formation ou à un accompagnement pour l'utilisation de ces services numériques, notamment quand c'est du secteur public. Mais pas que. Quand on a une banque aussi, c'est important. Et enfin, si on se concentre vraiment sur le sujet environnemental, on a d'une part la suffisance numérique et d'autre part la co-responsabilité. Dans la suffisance, vous avez la sobriété, un élément clé, tous les aspects de sobriété que vous pouvez imaginer. L'IT for Green qu'on n'a pas évoqué, mais utiliser l'informatique pour la transition des autres secteurs, c'est important. Et le Green IT, faire de l'éco-conception matérielle et logicielle, réduire l'empreinte du numérique lui-même. Et à droite, le faire du numérique responsable, c'est donc aussi cette partie formation, sensibilisation aux enjeux. Les professionnels du numérique en France aujourd'hui, tous les ingénieurs en informatique ont un cours sur le Green IT. C'est obligatoire depuis 2 ans. Dans toutes les écoles d'ingénieurs, les IUT en informatique, il y a ce cours de Green IT. Donc, dans 2-3 ans, tous les ingénieurs qui vont arriver en France dans le monde du travail seront sensibilisés par un cours de Green IT. C'est une loi qui est passée il y a quelques années, en 2015. Enfin, je ne sais plus, la loi Rennes. Un autre élément important, les couches du dessus, à droite, ça va être de mettre en place cette gouvernance multi-acteurs qui est garante de l'atteinte d'objectifs communs que nous aurions fixés. On arrive dans une forme de maturité du numérique. Et aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir qu'est-ce que je peux faire de cette nouvelle technologie. On a tendance à innover pour tout et pour rien. Mais c'est de commencer peut-être par définir nos objectifs communs de bien-être, des objectifs de développement durable. En fait, on pourrait partir de là, des Nations Unies, par exemple.
définir cette société informationnelle désirable et ensuite, avec une gouvernance multi-acteurs, peut-être public-privé, s'assurer que l'innovation est orientée vers l'atteinte de ces objectifs. Pour concentrer les usages numériques et les outils surpuissants qui sont à notre disposition maintenant vers l'atteinte de ces objectifs. Innover vers des objectifs plus communs plutôt que d'innover dans tous les sens, et notamment dans l'économie de l'attention, dans la manipulation des opinions publiques, dans différentes manières de collecter des données personnelles afin de nous influencer et de nous maintenir captifs. C'est ça aussi les dangers du numérique actuellement. Voilà, je vous ai résumé ensuite, je vous ai résumé. C'est l'étude de l'ARCEP que j'ai récupérée qui rappelle les 4 principaux leviers, mais c'est donc les sujets qu'on a évoqués. On a la partie terminaux, stabiliser le parc de terminaux, limiter le nombre d'équipements, acheter d'occasion, revendre, développer l'économie circulaire dans le secteur du numérique, c'est clé. Allonger la durée de vie, faire de l'éco-conception du matériel, des logiciels pour qu'ils ne consomment pas toujours plus de ressources afin que les terminaux ne deviennent pas obsolètes au bout de 2-3 ans parce qu'en fait maintenant toutes les applications demandent des nouvelles capacités. Sensibiliser les utilisateurs, donc faire de la formation, de la sensibilisation, c'est très important aussi pour les professionnels mais aussi pour le grand public. Limiter la consommation unitaire, donc là ça touche vraiment ceux d'entre vous qui sont product owner, business analyst, chef de projet, architecte technique, qui bossent dans l'informatique en fait. Limiter la consommation unitaire et s'y intéresser en fait déjà à cette consommation. Et enfin, faire attention aux usages. On l'a vu sur le schéma d'avant, peut-être orienter la technologie vers des usages utiles, mettre en place des bonnes pratiques de conception, de consommation des services, et puis choisir des technologies adaptées et bien dimensionnées qui correspondent aux besoins réels tel qu'il a été défini dans un premier temps. On a tendance à partir de la technologie et se poser la question qu'est-ce qu'on peut en faire, peut-être partir du besoin et voir ensuite quelles sont les technologies adaptées. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Ce dernier slide, c'est simplement pour vous dire que toutes les actions numériques responsables qui existent, elles sont toutes résumées par une mission interministérielle du numérique responsable. Vous tapez mission interministérielle du numérique responsable sur Internet et vous allez tomber sur ces guides. Donc, si vous êtes acheteur ou si vous êtes professionnel du numérique, ou même utilisateur, il y a un guide dédié à chaque fois. Et tout y est, tous les indicateurs, toutes les actions. Il n'y a plus qu'à choisir les bonnes et les prioriser.